Ce qu'on a vu hier, c'est que le gamète femelle, l'ovocyte femelle, avait une structure tout à fait particulière qui lui permettait de jouer un rôle essentiel dans l'acquisition des plans d'organisation et le développement de l'embryon. Cet ovocyte hétérolycite contient énormément de réserves qui permettent le développement de l'embryon. Cet ovocyte est un gamète. Il possède N chromosomes. Cet ovocyte possède un ensemble de ribonucléoprotéines qui permettra le développement de l'individu. Et enfin, cet ovocyte possède de nombreuses protéines, essentiellement en région corticale, qui, on le verra dans un prochain cours, joueront un rôle essentiel. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est que la polarité de l'ovocyte est à l'origine déjà d'un premier plan d'organisation de l'animal, l'axe antéro-postérieur. Voyons voir un petit peu comment vont se mettre en place les prochains plans d'organisation. Et pour ça, on va voir la fécondation joue un rôle essentiel. Voici ici une image de la fécondation d'une grenouille. La fécondation est externe, elle se fait en milieu aqueux. Vous voyez à droite ici les œufs. Le mâle chevauche la femelle, il inonde de sperme les ovules qui sont alors libérés par la femelle. Chez le xénope, le mâle est beaucoup plus petit que la femelle, et donc par conséquent, le mâle va alors attraper la femelle non pas au niveau de l'avant de l'animal, mais plutôt au niveau de l'arrière. Voici ici à gauche une fécondation, un spermatozoïde mâle arrive ici au niveau tout simplement eh bien, de l'enveloppe vitéline de l'ovocyte. Quelles sont les conséquences de la fécondation et comment cette fécondation peut-elle participer à la mise en place des plans d'organisation? La première chose qu'on va voir, on va commencer par décrire ce qui se passe au cours d'une fécondation. Très intéressant, c'est ces deux images. Ici à gauche, vous avez un ovocyte avant une fécondation, et à droite, vous avez exactement la même photo, mais après une fécondation. Donc à gauche, on a l'ovocyte, à droite, on a une cellule œuf. Cette cellule œuf ici est prise à peu près 20 minutes, en gros une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes après la fécondation. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on voit tout simplement que l'orientation, si on prend l'axe pôle animal, pôle végétatif des ovocytes, l'orientation est un petit peu dans tous les sens, alors qu'après la fécondation, tous les pôles animaux sont orientés vers le haut. En fait, suite à la fécondation, il va y avoir ce qu'on appelle une rotation d'équilibration. Alors qu'est-ce que c'est que cette rotation d'équilibration? Donc une demi-heure après la fécondation, il y a eu alors exocytose des granules corticoïdes. Cette exocytose des granules corticoïdes va alors dissocier la matrice extracellulaire, l'enveloppe vitéline de la membrane de l'ovocyte. Il va donc y avoir un espace périvitélin qui est essentiellement composé de liquide. Ainsi alors l'œuf, la cellule œuf, peut désormais alors évoluer dans une couche de liquide qui va composer l'espace périvitélin. Comme le pôle végétatif est plus dense que le pôle animal, dans ces cas-là alors, tous les ovocytes vont alors disposer leur pôle végétatif vers le bas, leur pôle animal vers le haut. C'est ce qu'on appelle une rotation d'équilibration. Cette rotation d'équilibration se fait une demi-heure après la fécondation. Alors c'est très intéressant ces rotations d'équilibration pour ceux qui travaillent sur les ovocytes d'amphibiens parce qu'elles permettent tout de suite de voir s'il y a eu fécondation ou pas. En plus, et je dis bien en plus de la rotation d'équilibration, il va y avoir un deuxième phénomène qui va se produire au niveau de l'ovocyte. Et cette fois-ci, c'est au bout d'une heure, et non pas au bout d'une demi-heure, mais au bout d'une heure, on va voir apparaître au niveau de l'ovocyte ce qu'on appelle un croissant gris. La fécondation se fait toujours au niveau à peu près de la zone équatoriale, c'est-à-dire cette zone qui est située ici, d'accord, que je souligne avec la souris. Cette zone qui est ici, c'est ici que le spermatozoïde va venir entrer en contact avec l'ovocyte. Et à partir du moment où il est rentré en contact avec l'ovocyte, une heure après, en, juste à l'opposé du point d'entrée du spermatozoïde, on va voir alors apparaître à l'opposé sur l'ovocyte ce qu'on appelle un croissant gris, c'est-à-dire une zone où l'ovocyte va être dépigmenté. La pôle animal va être légèrement plus clair sur une petite zone qu'on appelle un croissant. C'est ce qu'on appelle le croissant gris. Donc récapitulons bien, le spermatozoïde entre ici sur ce point,
là. Et en face du point d'entrée du spermatozoïde, on va avoir une zone dépigmentée qui, en 3D, donne l'impression d'un croissant. C'est le croissant gris. Ce qui est très important, c'est que cette zone dépigmentée met en évidence un déplacement des pigments qui sont présents au niveau de la zone corticale de l'ovocyte, des pigments qui sont présents au niveau de la zone externe du cytoplasme, donc bien dans la cellule. Cette dépigmentation du croissant gris, cette dépigmentation localisée du croissant gris, met en évidence ce qu'on appelle un déplacement du cytoplasme cortical, du cytoplasme périphérique. C'est ce qu'on appelle une rotation, il y a encore une deuxième fois une rotation du cytoplasme qui va se produire au niveau de l'ovocyte, une rotation corticale cette fois-ci, mais attention, ça n'a rien à voir avec la rotation d'équilibration dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut bien ne pas confondre les deux types de rotation, la rotation corticale dont on a parlé et la rotation d'équilibration pardon, qu'on a parlé qui a lieu au bout de 20 minutes et la rotation corticale qui a lieu au bout d'une heure et qui met en évidence une rotation du cytoplasme au niveau de l'ovocyte. Pour l'instant, on ne fait que décrire, on expliquera plus tard pourquoi. Qu'est-ce qui explique cette rotation? Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que ce croissant gris va déterminer la position du dos chez le futur être vivant. Comment l'a-t-on démontré? Ce sont des expériences assez incroyables quand on fait des expériences de Spemann. Il a travaillé justement chez des embryons. Donc ici, vous avez un jeune embryon, vous avez ici marqué en bleu le pôle animal. Vous voyez que ce pôle animal a connu la rotation corticale. Vous voyez apparaître ici le fameux croissant gris et le pôle végétatif est ici en jaune. Vous avez ici une vue latérale de l'embryon et vous avez ici une vue de face de l'embryon. Donc on reconnaît bien ici, vous voyez, vu de derrière, le fameux croissant gris, ça ressemble davantage à un croissant gris. Voilà ce qu'il a fait, Spemann. Il a attendu que la cellule œuf se divise en 4 cellules. Dans ces cas-là, alors, il va y avoir une première division qui est comme ceci, suivant le trait, et ça aura une cellule ici et une cellule ici. La deuxième division se fera suivant le plan latéral qui est ici, et il y aura donc par conséquent 4 cellules. Ce qui est possible de faire à ce stade-là, c'est qu'on peut séparer les cellules entre elles, il n'y a pas de souci, on peut couper l'embryon. Les cellules sont capables alors tout simplement de régénérer, de s'adapter à l'absence des autres cellules. Et c'est ce qu'a fait Spemann. Quand il a alors attendu que l'embryon arrive au stade 4 cellules, qu'on appellera des blastomères, il a alors attendu qu'il y avait 4 cellules et il a alors fait une coupure en faisant une répartition équitable du croissant gris. C'est-à-dire qu'il y a ici, une cellule ici et 2 cellules de l'autre côté en face. Il va donc couper suivant ce plan. Ainsi, il va obtenir 2 embryons. Ces 2 embryons auront chacun un croissant gris. Il va laisser se développer les embryons vont donc arriver à maturité et il obtiendra 2 embryons normaux. La deuxième expérience de Spemann est la suivante. Cette fois-ci, il va reprendre à nouveau un embryon et il va couper toujours les 4 blastomères en deux, donc il n'y aura plus que 2 embryons formés de 2 cellules. Mais cette fois-ci, au lieu de couper suivant le plan, de manière équitable le croissant gris, il va couper suivant le plan latéral qui est ici. Ainsi, 2 cellules auront un pôle animal et un pôle végétatif sans croissant gris, et l'autre embryon qui est ici auront donc un pôle animal, un pôle végétatif et un croissant gris. Les 2 cellules qui ont le croissant gris donneront un embryon normal. Par contre, les 2 cellules ici qui n'ont pas de croissant gris vont donner un embryon qui va se développer, mais qui sera un embryon ventralisant. C'est très particulier. C'est un embryon, comme vous le voyez ici, qui a un avant, un arrière, mais qui n'a pas de dos, c'est-à-dire qu'il a un ventre partout. C'est comme en gros si vous aviez une sorte de boudin où vous auriez une tête et une queue, mais il n'y aurait pas de moyen de distinguer, si vous voulez, un dos et un ventre. C'est très important ça, parce que ça permet tout simplement de montrer que s'il n'y a pas de croissant gris au niveau de l'embryon, il n'y aura pas d'axe dorsoventral au niveau de l'embryon. C'est-à-dire que le croissant gris va être à l'origine du dos. Ainsi, on met en évidence que la fécondation permet la mise en place du croissant gris, qui permet tout simplement la mise en place de l'axe dorsoventral. Le point d'entrée du spermatozoïde détermine donc la polarité dorsoventrale de l'embryon. Vous avez donc ici un embryon vu de dessus. Le spermatozoïde va se fixer ici.
Le ventre sera donc du côté point d'entrée du spermatozoïde. En face, vous avez le croissant gris que vous voyez ici, le dos, le ventre. Désormais, vous avez alors l'axe dorsoventral qui est lié à la fécondation. La rotation corticale semble avoir redistribué les constituants cellulaires et cela a généré un territoire spécialisé qu'on appelle le centre de Newcomb. On reverra ça un peu plus tard. Cette rotation corticale a en effet modifié le cytoplasme, en tout cas le cytoplasme cortical, puisqu'on voit que les pigments ont ici été déplacés, les pigments dans la zone corticale ont été déplacés, et ce qui est très particulier, c'est que cette modification du cytoplasme va générer localement dans le cytoplasme de l'œuf, un futur territoire qui va jouer un rôle très important, qu'on appellera plus tard le centre de Newcomb. On en reparlera sur un prochain cours. Donc ici, on a donc dès la fécondation, les grands plans d'organisation sont déjà déterminés au niveau de l'animal. On se posait de savoir en gros comment on passe d'une cellule œuf à un individu qui va avoir des plans d'organisation définis, axe dorsoventral, axe antéro-postérieur et une droite, une gauche. L'axe antéro-postérieur est déterminé avant la fécondation par la structure de l'ovocyte hétérolycite. Ça, avant même la fécondation, déjà l'axe antéro-postérieur est défini. Évidemment, l'axe dorsoventral est acquis au cours de la fécondation par la mise en place du croissant gris. Et à partir du moment où il y a les deux axes de polarité, et finalement, le plan commun à ces deux axes définit le plan de symétrie bilatérale. Ça y est, dès la fécondation, l'animal a un avant, un arrière, un dos, un ventre, une droite et une gauche.